Cette première conférence dite d'inauguration, c'est pour en fait présenter ceux qui se sont directement impliqués dans cet événement sur la santé mentale, en particulier sur cette première journée état des lieux et perspectives. On va commencer par vous, Laurent Deutsch. Donc, je ne vais pas vous présenter, tout le monde vous connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi vous, en tant qu'acteur, vous venez à cette journée apporter plus qu'un soutien actif, je veux dire votre présence, sachant que votre emploi du temps est extrêmement serré. Alors, pourquoi cette implication ? D'abord, et je pense comme tout le monde, on est tous touchés, on est tous impactés, on est tous concernés. Je pense qu'il n'y a pas une famille qui ne soit pas concernée par le handicap psychique. Et comme beaucoup, on est désemparés, on est sans réponse, on n'arrive pas à comprendre comment tout d'un coup quelqu'un se décramponne ou n'échange plus, j'ai envie de dire, normalement. Je pense que justement la normalité est au cœur de ce débat-là. Et j'ai eu envie de soutenir l'œuvre Falleret qui, elle, essaie d'accompagner, de proposer des réponses, des soins pour que tous ceux qui sont touchés par la maladie psychique ne perdent pas à la fois et leur dignité, mais surtout leur citoyenneté. C'est pas parce qu'on a un problème que tout d'un coup on doit être écarté. Vous savez, on n'est plus au temps de Louis XIV, où dès qu'il y avait un déviant, il était enfermé dans des hospices à Sainte-Anne, à la Salpêtrière, à Bicêtre ou aux Invalides quand c'était une victime de guerre. Louis XIV a entraîné une épuration véritablement de la cité pour que les gens un peu handicapés soient écartés de sa vue, pour que rien ne fasse d'ombre au roi Soleil. Heureusement, on n'en est plus là aujourd'hui. Vous nous disiez dans vos propos liminaires qu'en fait, on ne doit pas regarder cette souffrance comme une déficience intellectuelle. Dire que, ce regard aussi du handicapé psychique, mental, on verra la différence après, c'est important de le regarder, non pas comme un déficient, mais de le regarder comme un être humain bien évidemment, mais en même temps comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose à la société, à nous-mêmes. Bien sûr, ce sont des gens qui nous apportent, qui ont une sensibilité. Vous savez, dans mon corps de métier, les comédiens, la maladie psychique est très présente. Il y a beaucoup ils ont une telle sensibilité, une telle vulnérabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les aime souvent. C'est parce que ce sont des gens extrêmement attachants. Ce sont des gens qui déballent leur cœur. Vous savez, le plus grand auteur de théâtre du 19e siècle était Georges Feydeau, a fini dans un asile. Il se prenait pour Napoléon. Donc il avait quand même quelque chose de très handicapant et en même temps quelque chose qui a apporté énormément au théâtre et qui savait nous parler, qui savait nous toucher. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut accompagner tous ceux qui sont victimes de cela, parce qu'ils ont quelque chose encore à nous apporter. Ils peuvent échanger avec nous et surtout ils peuvent rester dans la vie, rester à nos côtés, rester dans la société. Il faut vivre ensemble et pas vivre de façon cloisonnée, cloisonnée, avec un intérieur, un extérieur, des gens qui se parlent, des gens qui ne se parlent pas. Et c'est toute l'ambition de l'œuvre Falleret, et c'est pour ça qu'avec ma femme, Marie-Julie Beaupe, on est fiers d'être parrains, fiers d'associer notre image pour être des porte-voix, pour être des relais, pour participer justement à garder au cœur de la société tous ceux qui pourraient être touchés par cela, pour apporter des réponses et continuer à dialoguer, échanger et se comprendre, parce que la peur naît du fait qu'on ne se comprend pas. Bien, merci Laurent. Je me tourne vers madame, donc la transition était parfaite. Alors Marie-Julie, donc vous portez aussi cet événement parce que vous avez aussi toute une implication familiale. Alors vous allez nous expliquer voilà, les raisons pour lesquelles vous venez aux côtés de Laurent soutenir l'œuvre Falleret et soutenir en fait cette réflexion durant ces 3 jours. Oui, alors moi, comme d'ailleurs la plupart des Français, parce que je crois qu'il y a un Français sur 5 qui est touché par la maladie psychique, il y a plus de 12 millions de personnes en France qui sont touchées. Alors moi, indirectement, en étant déjà petite fille de psychiatre, sœur de psychiatre, j'ai été touchée personnellement par des très proches, par de la famille, par cette maladie. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie depuis toujours. Donc c'est pour ça que c'est si important pour moi de redonner de la dignité aux personnes qui sont en souffrance psychique et de pouvoir responsabiliser la société en lui permettant d'être non excluante, c'est-à-dire en permettant à ces personnes malades d'exercer leur citoyenneté et puis en rendant la société accueillante envers ces gens-là. Voilà. Tout à fait. Donc, l'idée, en fait, c'est la même chose. Quand vous dites accueillante, ça veut dire arrêter de segmenter, arrêter de faire en sorte que les gens vivent
sans se rencontrer en quelque sorte et sans rien partager. Merci. Alors il y a une troisième marraine, donc un parrain et deux marraines, qui est en face de moi, Dominique de Saint-Marc. Alors vous, on vous connaît comme l'auteur de la collection Max et Lily, vous allez nous en parler, parce que c'est pas une bande dessinée, c'est beaucoup plus, il y a un lien direct avec votre présence ici et le fait de donner la parole à la fois à ceux qui sont souffrants et ceux qui accompagnent les souffrants. Alors, parlez-nous de votre implication, à la fois du côté de votre cœur, parce que en fait, on va vous revoir encore tout à l'heure, donc, et aussi au niveau professionnel, puisque cette implication, elle débouche sur des éléments concrets pour pouvoir communiquer, ce dont parlaient Laurent et Marie-Julie, communiquer entre nous, en incluant bien évidemment ceux qui sont des souffrants, comme on va les appeler. Oui, Je vous en prie. Oui, moi j'ai passé mon enfance avec un frère qui est tombé dans la schizophrénie et la dépression à l'adolescence et qui a fini par se suicider à 33 ans. Donc j'ai connu ça de près, et la honte d'avoir un frère différent par rapport aux enfants de la classe et tout ça. Et c'est vrai que j'ai passé ma vie professionnelle à essayer de faire de la prévention contre la stigmatisation, contre l'échec, contre les causes du divorce, enfin, pour tous les problèmes chez les enfants déjà, parce que je pensais que c'était plus important de commencer tôt, avant l'adolescence, avant que se développe la crise, souvent à l'adolescence. Et voilà. Et donc, avec ce frère et ces problèmes psychiques dans la famille qui ont été très difficiles pour les familles, donc je connais bien aussi ça, les difficultés avec les psychiatres, avec les institutions. Et j'ai découvert l'œuvre Falleret il y a 30 ans déjà. Donc je les suis vraiment de très près depuis 30 ans, avec beaucoup d'admiration, parce que ils faisaient des choses, ils créaient des choses pour aider les familles, pour trouver des logements, pour trouver de l'activité. Donc pour moi, ça me paraissait essentiel à l'époque. Et je ne suis pas déçue. Je veux dire, ça fait 30 ans que je les suis et que je les admire, que je trouve que ce qu'ils font est bien. Donc c'est toujours la même chose, établir des ponts entre les personnes, oui, mais en même temps en étant extrêmement concret. Alors Max et Lily, en deux mots, c'est un couple, oui. Oui, c'est un frère et une sœur, parce que j'aime beaucoup justement cette relation frère-sœur qui est importante justement dans les troubles psychiques. Et voilà, j'en ai fait un récemment sur un adolescent qui pète les plombs, avec l'association Falleret, avec l'œuvre Falleret. Et voilà, pour essayer de faire de la prévention toujours, pour que les familles ne soient pas désemparées quand ça arrive, et qu'on ne dise pas c'est de la paresse, c'est de l'agressivité, c'est du cinéma, il fait son film, voilà. Pour essayer de faire comprendre aux gens le fonctionnement du cerveau et pour faire confiance, ce que m'avait dit Annick, d'ailleurs, quand j'écrivais le texte, elle m'a dit l'important, c'est de faire confiance à un médecin, d'arriver à faire confiance à un médecin. Et il y a des équipes qui peuvent vous soutenir aussi, comme le fait Falleret. Et en fait, favoriser ce dialogue, sortir aussi, parce que le vocabulaire, ça peut être un enfermement, enfin le vocabulaire médical, etc. Oui. Une espèce de froideur parfois que l'on peut ressentir lorsque l'on est concerné, et donc utiliser les mots de tous les jours pour rendre en fait cette dimension. C'est ce que vous faites, et en fait que le dialogue soit dès le plus jeune âge installé, instauré, et que c'est pareil, qu'il n'y ait pas ce clivage enfant-parent, etc. Oui, qu'on ose dire ses émotions. Pas toujours. Ouais. Laurent, je sais que vous devez nous quitter. Je ne sais pas si c'est maintenant, mais je crois que oui. Oui, c'est maintenant. Je dois partir à Montpellier, où il va pleuvoir. D'ailleurs, il y a un épisode Sévenol, donc vraiment je suis gâté. Il pleut 3 jours par an à Montpellier, c'est aujourd'hui, et je dois y aller. Donc je suis vraiment, j'ai un nuage de pluie au-dessus de ma tête. Mais bon, c'était un rayon de soleil d'être ici, parce que vraiment j'ai la sensation, c'est ce qu'on disait avec Madame Aignan tout à l'heure, que cette rencontre, c'est un peu les états généraux de la maladie psychique, et j'ai envie de dire enfin, voilà, enfin, on est au cœur de la cité, on est sur l'esplanade de la Défense, au milieu de tout le monde, et la maladie est au milieu de tout le monde, et elle doit encore rester au milieu de tout le monde, parce que c'est une maladie que l'on doit comprendre, accepter, accompagner, pour permettre une nouvelle fois à tous ces souffrants de rester le plus longtemps possible et le mieux possible dans la vie, parce qu'ils ont quelque chose à nous apporter. Voilà, c'est la vie.
Merci en tout cas et pour votre présence, pour votre implication et votre enthousiasme aussi à soutenir cette cause. On va vous laisser partir parce que sinon vous allez... non, il faut y aller. Je vais faire tarder l'avion. C'est vrai, comme vous voulez. Je connais le président. Vous partez quand vous voulez. Mais un grand merci à vous, Laurent. Merci. Alors, on va continuer notre présentation. Et là, je me tourne vers mon voisin de droite. Non, normalement, il est plus de gauche, mais bon, ça fait rien. Oui, là, c'est le hasard. C'est vous qui avez choisi de vous mettre à droite. Laurent Elgozi, alors vous êtes chirurgien et vous êtes élu de Nanterre. Alors, c'est intéressant d'avoir des politiques présents parce que, en dehors, j'allais dire, de la vision qu'on peut avoir, des souhaits, bien évidemment, que nous avons tous pour vivre ensemble, vous avez les cordons de la bourse, enfin en partie, oui, quand même. Vous avez la volonté, oui, vous êtes quand même élu aussi, donc c'est pour faire quelque chose. Et donc, l'idée, c'est quand même de vous poser deux questions, en fait. Vous, à Nanterre, et dans votre périphérie, dans votre champ d'action, qu'est-ce que vous avez fait pour avancer cette course? Qu'est-ce que vous souhaitez faire aussi? Et puis, il y a une question qui me turlupine toujours, vous savez, quand il y a la droite, la gauche, etc. Mais je n'ai pas l'impression que le handicap soit particulièrement de droite ou de gauche. Je vise aucun homme politique, je parle simplement des symptômes. Et je voulais savoir s'il y a une possibilité, si vous discutez entre vous. Nanterre, c'est pas très loin de Neuilly, par exemple. Alors, plusieurs choses. Donc, effectivement, je ne suis pas là en tant que chirurgien, mais bien en tant qu'élu local. Et je suis élu de Nanterre depuis 25 ans. Qu'est-ce qu'on a fait à Nanterre? On a, par exemple, mis en place, avec l'œuvre Falleret, un GEM qui fonctionne plutôt bien, un groupe d'entraide mutuelle qui a 10 ans et qui va trouver une nouvelle dimension parce qu'on a mis en place, deuxième outil, un conseil local de santé mentale, dont je redirai quelques mots plus tard si vous voulez, qui a permis que se fabriquent ensemble une construction qui permette que le GEM trouve une nouvelle place avec d'autres partenaires. Pourquoi les élus? Vous l'avez dit, Marie-Julie, vous avez utilisé le mot qui me paraît le mot essentiel. On peut avoir une maladie mentale ou autre et on doit rester citoyen. C'est-à-dire qu'on n'est pas accessoirement citoyen, on est d'abord citoyen et on reste citoyen. Et le rôle des élus, c'est bien de faire en sorte que toutes les personnes qui vivent sur un territoire soient considérées comme des citoyens à part entière. Être citoyen à part entière, ça veut dire ne pas être stigmatisé, ne pas être relégué, ne pas avoir honte qu'on soit même malade ou qu'on soit des profs des malades, mais bien être, encore une fois, considéré comme quelqu'un qui a toute sa place dans la société, qui peut apporter quelque chose à la société et qui doit être reconnu à la fois dans ses handicaps, ses difficultés, c'est être accompagné lorsque c'est nécessaire, mais surtout être reconnu. Et le rôle des élus, c'est bien ça, c'est une question, encore une fois, de pleine citoyenneté, une question d'égalité, une question de cohésion sociale, et ça concerne tout le monde, ça concerne les élus parce qu'ils sont responsables du bien-être de la population, ça concerne tous les acteurs, tous les services, ça concerne le logement, donc vous me demandez qu'est-ce qu'on fait, le conseil local de santé mentale à Nanterre a beaucoup travaillé sur la question du logement, qui est une question cruciale pour les personnes qui sortent d'hôpital psychiatrique, qui ont peu de ressources du fait de leur maladie ou qui ont besoin d'être accompagnés. On a également travaillé sur les questions de l'emploi, on a travaillé sur les questions du handicap chez les enfants. Je suis aussi vice-président de l'association des parents d'enfants inadaptés de Nanterre et leurs amis, c'est un peu long, qui gère un CMPP et un IME. Donc on ne peut pas être élu et donc se sentir avoir été élu pour être responsable du bien-être de la population et pas se préoccuper des questions de santé publique et en particulier de santé mentale. Un mot sur le CLSM, c'est donc la réunion de trois acteurs essentiels. Le maire, responsable du bien-être de la population, le psychiatre, responsable de la santé mentale de la population de ce territoire, et évidemment les usagers de la psychiatrie, les personnes souffrant de troubles psychiques, avec leurs profs. Donc ça peut être l'œuvre Falleret, ça peut être l'UNAFAM, ça peut être d'autres associations qui travaillent avec elles. Et ce qui est fondamental, c'est que on ne peut pas faire
sans les principaux intéressés. On ne peut pas décider à la place des gens, on ne peut pas décider à la place des malades. Et non seulement, quelque part j'ai lu le slogan Rien sans nous, c'est pas simplement ça. Les membres du 8e collège du Conseil national de lutte contre les exclusions, le CNLE, donc le 8e collège, c'est les personnes concernées, disent tout ce que vous faites sans nous, vous le faites contre nous. Donc c'est pas simplement rien sans nous, c'est tout ce que vous faites sans nous, et en l'occurrence sans les personnes souffrant de troubles psychiques aujourd'hui, vous le faites contre nous. Et je crois que c'est une phrase absolument fondamentale, et quand on est élu, on ne peut pas ne pas l'entendre. Et vous avez l'impression que votre point de vue est aussi partagé. Je n'ai pas répondu au deuxième aspect de votre question. Je suis également président d'une association qui s'appelle Élus Santé Publique et Territoire, qui réunit 60 ou 70 villes sur tout le territoire français et qui se préoccupe des questions de santé mentale. Et pour être, on est à la Défense. Ici c'est Neuilly, ici c'est Nanterre, je crois que c'est dans ce sens-là. Nanterre et Neuilly sont membres de l'association Élus Santé Publique et Territoire. J'en suis président et Alexandra Fourcade fait partie du bureau. Donc c'est effectivement des questions qui dépassent très largement les clivages politiques. Il s'agit simplement d'humanité, de citoyenneté, de démocratie. Voilà. Non, mais c'est un bel exemple de collaboration et surtout de recherche utile à tous pour le bien commun et qui dépasse très largement les clivages que l'on peut rencontrer de temps à autre. Alors vous avez vu que là, il y a tous les parrains, tous ceux qui ont contribué au succès de ces rencontres en dehors des autres parrains présents. Alors, je me tourne vers vous, Jean de Gorianov. Vous êtes directeur du développement et de la communication de B2V. Alors, pourquoi êtes-vous là, cher monsieur? Alors, effectivement, avant de vous dire qui nous sommes, je vais laisser un peu de suspense et vous dire pourquoi nous sommes là. Oui, absolument. Alors, que faites-vous ici? Nous sommes là parce que la santé mentale nous touche et nous voulons être un témoin actif. Alors, elle nous touche sur au moins 3 grands volets. Le premier, elle nous touche en tant que collectivité et en tant que personne, parce que nous sommes sensibles à la détresse des autres et que la vocation de notre action sociale, c'est d'accompagner, d'écouter, d'accompagner et de soulager les salariés, les retraités et leurs familles dans leurs épreuves quotidiennes. Et ça fait du monde, oui. Et nous avons d'ailleurs, dans le quotidien de la vie des salariés et des retraités, nous faisons appel à des réseaux de psychologues pour prendre en compte de façon neutre leurs problèmes. Le deuxième volet, c'est celui d'assureurs paritaires et responsables. Nous sommes assureurs. Et donc nous sommes touchés par la santé mentale en ce qu'elle a un coût, le coût de son traitement, de son accompagnement, et que ce coût, nous voulons le faire partager, enfin la sensibilité de ce coût, partager très largement, et nous voulons renforcer la solidarité de tous les organismes qui peuvent faire quelque chose. Et le troisième volet, enfin, c'est celui du lieu où nous sommes. Nous sommes à la Défense. B2V est à la Défense. Les 500 salariés y vivent et y travaillent tous les jours. Et je crois que nous sommes parmi le plus grand ensemble d'entreprises et de salariés de France, voire d'Europe. Donc on a tout à fait notre place ici. Et ce qu'on vous demande, c'est de venir nous voir, www.b2v.fr. Nous vous dirons ce que nous savons faire. Alors B2V, en 2 mots. B2V, un groupe paritaire de protection sociale à taille humaine, 500 salariés, 400 000 cotisants en retraite, 300 000 retraités, une activité d'assurance de personnes, santé, prévoyance santé. Nous travaillons avec des branches professionnelles comme les assureurs. Nous sommes la caisse de retraite et de prévoyance et de santé de tous les salariés de l'assurance et plus largement de toutes les professions autour de l'assurance, l'enseignement privé et beaucoup d'entreprises interprofessionnelles, comme on dit, c'est-à-dire à peu près 20 000 entreprises, 400 000 salariés dans des domaines très divers. Notre action sociale est assez développée puisqu'elle a un budget annuel de l'ordre de 11 millions d'euros. Mais plus que le budget, c'est l'accompagnement par les équipes qui me semble le plus important. Bien voilà sûr. En 2 mots B2V. Et nous avons créé une institution de prévoyance début 2014 qui est là auprès des entreprises pour des couvertures santé-prévoyance.
Très bien, on a bien compris que vous aviez vraiment votre place ici et on en est ravis. Alors je vais me tourner vers vous maintenant, Annick. Annick Aignon, directrice de la Fondation Falleret. Donc je donne la parole en dernier, c'est normal, c'est comme les cordonniers, vous savez, vous connaissez le proverbe. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous faites ici quand même, parce que ce serait vraiment une question idiote, mais quel est le programme des Réjouissances? On est ensemble pendant 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passât, comme on disait autrefois? Je crois que la première chose à souligner, c'est le fait que la Fondation Falleret a voulu se rendre face au public. Je crois que c'était ça qui était important pour nous. On est ici beaucoup de partenaires, beaucoup de collègues du monde de la santé mentale, et on a très souvent l'habitude de nous retrouver dans des espaces dans lesquels nous sommes entre nous. Je crois que cette question qui dépasse tellement largement les praticiens que nous sommes, quel que soit notre champ de compétences d'ailleurs, est tellement importante qu'au fond, dans la dimension de la citoyenneté, il nous fallait aller au cœur de la cité, et c'est ce qui a prévalu au choix de cette implantation sur le parvis de la Défense. Donc aujourd'hui, on est au milieu des entreprises, on est au milieu du public, et on invite tout le public gratuitement à venir nous rencontrer. Donc le programme, on l'a établi en fonction de ce que nous avons entendu de la part de ces citoyens, qui est, à travers un baromètre dont on parlera cet après-midi, qui est essentiellement que le manque d'information porte sur 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est celle de la santé mentale en tant que telle. Derrière ces termes qui sont pour nous du jargon, finalement, qu'est-ce qu'on met? C'est quoi la santé mentale? Ça recouvre quoi? Ça concerne qui? De quoi on parle? Et au fond, dans toute cette sémantique aussi, troubles psychiques, handicapés psychiques, quels sont les véritables... qu'est-ce que finalement on met derrière ces mots-là pour que finalement on puisse tous parler le même langage? Donc ça, ce sera le programme de cette journée. Cet après-midi en particulier. De quoi parle-t-on? État des lieux, perspectives. De la santé mentale aujourd'hui, de ces perspectives. On s'est aussi positionné dans une perspective qui est résolument optimiste, mais au sens force de proposition. Ce que souhaite faire la Fondation Falleret, c'est essayer avec toutes celles et ceux qui ont accepté de venir parler autour de cette table, c'est essayer de voir ce qu'il faut faire en France aujourd'hui pour améliorer les prises en charge, les conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc, derrière la santé mentale aujourd'hui, ce sera la santé mentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge? Ça, c'est le programme de demain, vivre avec... Programme d'aujourd'hui. On reste sur santé mentale. Okay. Demain, on est sur une deuxième phase de la problématique qui est le fait que le public ne sait pas vraiment finalement ce que vivent les personnes qui ont des troubles psychiques. Donc tout au long de cette journée, on va essayer d'apporter des témoignages des personnes proches, témoignages des personnes concernées le matin, pour essayer d'identifier finalement ce dont on parle, ce que vivent les personnes au quotidien. Et l'après-midi, on prendra un peu de hauteur par rapport à la maladie pour essayer de se dire, au fond, qu'est-ce que les associations d'usagers pensent qu'il faudrait changer pour que leur citoyenneté et leur inclusion sociale soient plus fortes. Et on terminera l'après-midi en parlant de l'accompagnement social et médico-social qui est encore très peu représenté en France et qui, pour nous, est tout à fait important en parallèle des soins pour pouvoir à la fois articuler la prise en charge thérapeutique et la dimension de l'accompagnement dans le volet social et médico-social. Ça, ce sera le programme de demain. Et enfin, la troisième journée s'intéresse à la problématique du travail. C'est pour ça aussi qu'on est à la Défense. Beaucoup de personnes, dès lors qu'elles ont un trouble psychique, ne peuvent pas travailler, sont exclues du monde du travail quand elles ont un trouble ou n'accèdent pas au monde du travail quand elles ont un handicap. Donc là, on essaiera aussi de faire un petit point sur l'actualité de la situation des personnes qui ont un trouble psychique dans l'entreprise, des préconisations, et on terminera en essayant d'envisager comment les outils qu'on met en place dans le secteur du travail protégé aujourd'hui et qui produisent vraiment un résultat économique peuvent peut-être être transposés dans le monde de l'entreprise pour favoriser le maintien et l'accès au travail des personnes avec un trouble psychique. D'ailleurs, jeudi, on clôturera ce programme avec la présence de l'adjoint défenseur des droits, Patrick Gouet, qui nous expliquera aussi en quoi le handicap est une discrimination et ce qu'il fait aux côtés de M. Toubon pour pouvoir améliorer les choses. Alors, moi, ce que je vous propose, comme c'est ouvert, vous avez vu, c'est très bien. On a l'impression qu'on va tous se tenir la main et qu'on va danser après, mais c'est difficile avec les micros. C'est que vous pouvez poser des questions. C'est vraiment tout à fait ouvert. Il suffit, alors, je suis pas un hibou, donc dans mon dos, c'est un peu plus dur, mais vous faites un petit signe. Profitez des invités qui sont autour de cette table.
pour vous exprimer. N'ayez aucune crainte, il n'y a pas de questions taboues ou stupides ou tarabiscotées ou ce que vous voulez. On est là pour y répondre. Et voilà, n'hésitez pas à franchir cette espèce de timidité qu'on a tous finalement, et qui est parfois aussi une forme de pudeur, mais je pense que vos témoignages ou vos questions peuvent enrichir cette table qui est vraiment ronde pour une fois. Je veux bien je vous en prie. Oui, marraine. Je veux bien rebondir sur le slogan « Rien sans nous ». Oui. Parce que ça me pose question, parce que pour moi, la maladie psychique n'est pas une maladie comme les autres. Et c'est difficile de devenir citoyen, justement, parce qu'un malade psychique ne sait pas ce qu'il veut, il change d'avis tout le temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne peut pas toujours décider de sa vie. Et il ne faut pas trop non plus pousser dans l'autre sens en disant c'est un citoyen comme les autres. C'est une maladie très compliquée. Et en fait, ce que je trouve, c'est que l'accompagnement est très important. L'accompagnement des familles et la formation des familles. Il y a des stages pro-famille maintenant. Et l'accompagnement des équipes sociales de Falleret, par exemple, dans tous les centres de Falleret, me paraît très important parce que c'est des gens qui savent ce que c'est que la maladie psychique, donc qui ont de l'empathie, de la patience, qui savent comment s'y prendre, qui ne s'affolent pas, alors que le malade s'affole, lui, très facilement. Donc je pense que cet accompagnement, et ce n'est pas si simple de devenir citoyen. Je veux dire, de rester citoyen quand on ne sait pas ce qu'on est, quand on se confond avec l'autre, quand on a la volonté qui flotte, en fait, parce qu'à un moment, on veut, puis après, on ne veut plus. Enfin, vous, Dominique, vous n'êtes pas de l'école Babacool, hein. Tout va bien, on est heureux, on s'aime, finalement, voilà. Soyons concrets. Voilà. Et ne nous cachons pas les yeux, il y a de vraies souffrances auxquelles il faut répondre. Ouais. Voilà. Avec, bien évidemment, j'allais dire des professionnels aussi parfaitement formés et informés, bien sûr. Important. Annick, justement, à chaque fois pendant notre préparation, vous me repreniez avec beaucoup de pédagogie en me disant non mais il faut faire la différence entre handicap psychique et handicap mental. Pour la plupart des gens, c'est kiff kiff bourricot comme on dit. Donc expliquez-nous la différence et ce dont on parle aujourd'hui. Il y a très longtemps qu'on parle du handicap mental. Je crois déjà depuis après la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un mouvement, et vous en parliez tout à l'heure, Dr Elgozi, qui a permis la création de réponses pour les personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Et par contre, jusqu'à ces années assez récentes, on considérait que ou bien la personne était malade et elle relevait du soin, ou elle n'avait pas de problème de santé précis à ce moment-là, et donc elle était traitée comme un citoyen lambda. Or, il y a des effets sociaux des maladies mentales qui peuvent conduire à une forme de handicap, qui, depuis la loi de 2005, s'appelle le handicap psychique. Pour nous, c'est une avancée tout à fait considérable, puisqu'elle permet finalement d'identifier l'action que nous sommes en droit de mener pour les aider à demeurer dans la cité, à une place qui est la plus juste et la plus possible en fonction du degré de maladie, parce que ce que disait Dominique à propos de la maladie est tout à fait vrai, en particulier pour les grandes psychoses. On a aussi dans la société des personnes qui ont des troubles beaucoup plus légers, qui ne sont pas de même nature et qui permettent d'avoir une vie citoyenne avec un accompagnement beaucoup plus léger ou discontinu. Donc il faut qu'on envisage vraiment tous les aspects de ces maladies qui sont très différentes et très complexes, et dans des degrés qui sont aussi tout aussi différents et qui nécessitent du coup qu'on s'adapte, nous, à chaque situation, à chaque personne. Marie-Julie, tout à l'heure, Laurent disait que le monde du spectacle, en particulier celui des comédiens, est non pas truffé, n'exagérons rien, mais en tout cas, on rencontrait, en raison certainement d'une grande sensibilité, mais enfin, on ne fait pas un métier par hasard, on soigne toujours un peu quand on fait son métier, de souffrant au sens psychique du terme. Vous avez déjà travaillé, vous, professionnellement, on ne veut pas donner de nom, mais je veux dire, avec justement ces souffrants, entre guillemets. C'est facile, c'est possible, alors il faut y aller 2 fois plus, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors déjà, oui, ça m'est arrivé, et ça nous arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Alors, il s'agit
d'abord d'une sensibilité qu'on remarque ou de quelque chose qui est un peu une fragilité, qui souvent dans le travail était extrêmement intéressante et enrichissante, notamment dans l'écriture. Souvent, les comédiens sont amenés à écrire, à participer à l'écriture des spectacles. Et tout d'un coup, ce dépassement de la limite, c'est-à-dire cette prise de risque, cette mise en danger de certains artistes qui sont atteints de troubles psychiques. Parfois, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était schizophrène, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était bipolaire. J'ai aussi travaillé avec des gens qui étaient des grands dépressifs. Je ne saurais pas expliquer pourquoi de façon médicale, mais il y a des choses merveilleuses en fait qui arrivent. Tout d'un coup, dans ce lâcher-prise et dans cette mise en danger. Donc oui, c'est arrivé, oui, ça arrive très souvent. Et pour nous, c'est presque fascinant. Et vraiment, c'est un plus. Et je ne dis pas que tous les comédiens ou tous les auteurs de théâtre ou de romans sont des gens plus fragiles ou qui sont proches de la psychose, mais effectivement, pour nous, c'est quelque chose qui est très présent et qui nous apporte quelque chose. Donc j'ai la preuve chaque jour dans le travail que ce sont des gens qui sont en souffrance, mais qui sont aussi dotés d'une sensibilité qui est merveilleuse et qui est enrichissante pour nous, les autres, les gens qui ne sont pas atteints de ce type de maladie. Ouais, et puis quand on est comédien, il faut être capable de vraiment donner de soi-même, parce que sinon on passe vite pour un tocard. Enfin, je veux dire, ça se voit vite. Et bien sûr. Ce que je veux dire aussi, c'est que celui ou celle qui est en souffrance psychique ne peut pas avoir de langue de bois. Je veux dire par définition, quand on souffre, c'est qu'il y a une certaine sincérité. Je pense qu'après, on est capable, selon les métiers que l'on fait, selon son degré de souffrance, de classer, de diminuer, etc. Ça, c'est à la portée de beaucoup d'entre nous, mais souvent, nous-mêmes, nous cachons nos souffrances. Et ça nous fait parfois beaucoup de mal. On a du mal quand même à dire les choses comme elles sont. Donc, effectivement, je pense que dans un métier comme le vôtre, si on cache tout, si on donne rien, on ne peut pas jouer beaucoup. Hein, donc, voilà. Alors, revenons à l'entreprise. On a bien compris quelle était votre place ici et vous l'avez véritablement. Est-ce que vous, en dehors de l'action sociale est-ce qu'à l'intérieur de votre structure, vous agissez pour finalement établir ces liens dont nous parlions? Est-ce que, je ne vais pas dire qu'il y a moins de souffrance chez vous, parce qu'il y en a partout, mais comment vous appréhendez ça? Est-ce que vous dites, attendez, nous, on a notre boulot dehors, etc., dedans, c'est autre chose? Est-ce qu'on a une casquette de salarié quand on rentre chez vous, on quitte ses problèmes, on travaille, on ressort, on reprend ses problèmes? Ou est-ce que finalement on vit comme tout le monde, quoi? Alors, on est une entreprise comme les autres. Ouais. Donc, on a des personnes atteintes de troubles psychiques à peu près comme les autres. Sauf que, comme nous avons une activité d'action sociale qui traite ce type de problème, on est sensibilisé et la direction des ressources humaines est sensibilisée. Mais je voudrais donner un témoignage très concret de situations qu'on retrouve très souvent. Des personnes qui ont été en arrêt de travail pour des troubles psychiques. C'est la phase de reprise, de retour au travail, de reprise du travail, une phase très délicate. Parce que la personne, elle revient, elle a un peu perdu l'actualité, elle n'a pas confiance en elle, et quelquefois, ses collègues la regardent arriver en se disant on a fait ton boulot pendant que tu n'étais pas là. C'est ça, mauvaise conscience en donc, plus. Le travail que l'on fait, accompagné par des psychologues, est un travail d'équipe, de collectivité. Non seulement la personne qui revient, mais ses collègues de travail. Donc ça, c'est des situations qu'on vit, alors chez nous, bien sûr, mais pour nos adhérents, pour nos entreprises clientes. Bien sûr, on ne dit pas les vacances urbaines. Il y a moins de troubles psychiques chez nous qu'ailleurs, ce serait très prétentieux. Voilà. Bien sûr. Non, c'est quelque chose qui est également partagé. Voilà, donc, question à ce point, je vous en prie, monsieur. Alors, le mieux, venez, si vous voulez vous approcher, comme ça vous parlez dans le petit truc là, juste devant, et on vous entend. Je vous en prie. Présentation. Bonjour, je suis un ancien professionnel du secteur de psychiatrie. J'ai dirigé les établissements d'accueil de personnes handicapées psychiques
Et c'est là que j'ai connu l'œuvre Falleret. Bon, maintenant en retraite, mais quand même, je m'intéresse toujours au problème. La question est pour vous, parce que vous avez demandé à chacun autour de cette table de dire pourquoi il était là. Vous n'avez pas dit pourquoi France Info était là. Mais ma question va au-delà de l'apparente provocation. Rassurez-vous, c'est de dire, est-ce que dans l'approche que la société peut avoir de la maladie psychique, la presse en général, alors, il ne s'agit pas d'attaquer la presse, mais est-ce que la presse en général pourrait avoir une attitude formative, je dirais, un peu plus importante? Je crains trop, chaque fois qu'il y a un incident grave, voire un accident, voire des morts, ça arrive, lié à une souffrance psychique d'une personne, ça devient un scandale national, on en parle, mais l'explication du phénomène, je ne dis pas l'excuse, et je reconnais que c'est dramatique quelquefois, notamment par exemple les cas de violence d'adolescents à l'égard de leurs propres parents, par exemple, qui sont liés à cela. Tout ça mériterait des explications. Et lorsque tout le problème de la loi de 1838 sur l'irresponsabilité, etc., est mis en avant, il y a toujours une grande partie de la population de la presse, selon les événements, qui va dire que c'est pas ça qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment la prison, c'est vraiment, etc. Bon, je pense à Nanterre, il y a eu un drame il y a quelques années, en plein conseil municipal. Voilà, un peu des questions en vrac, mais... non, c'est pas en vrac, ça en fait trois quand même. Ça fait trois questions. Alors j'essaie de répondre. La première, pourquoi France Info, c'est la plus facile. Normalement, c'est Laurent Guimier qui doit venir tout à l'heure, qui va expliquer en quoi le service public est bien évidemment partie prenante. Et vous êtes qui? Moi, je suis, Patrick Lelon, donc voilà. Je suis journaliste à France Info, et voilà. Et je vais vous dire après pourquoi moi, ça m'intéresse à plus d'un titre. Donc France Info, effectivement, depuis 9 ans, s'occupe à la fois des grandes causes sur la perte d'autonomie des personnes âgées, sur le handicap au sens large. Et donc, on utilise notre image, vos impôts d'ailleurs, et aussi, sous la forme de redevance, et en même temps notre puissance de feu, puisque nous sommes une grande radio, avec Radio France, et c'est quand même une grande famille, pour faire la promotion au sens le plus noble des événements, sachant que nous sommes aussi une radio d'actualité en continu, et que ça répond à une partie de votre question. Ce qui est cruel dans l'actualité en continu, c'est que moi, quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce qui va se passer. Et que si on peut faire un reproche aux journalistes, mais c'est un reproche qu'il faut regarder avec un peu de distance aussi, c'est que, c'est pas eux qui créent les événements, ils les commentent. Souvent, on les transforme en gestionnaires d'émotions. C'est pas vraiment pour ça que vous faites ce boulot. En règle générale, il faut être extrêmement, au contraire, pas être très émotif quand on est journaliste, voilà. Mais on nous demande en tout cas de le faire. Donc c'est très différent d'être comédien. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Non, mais il y a au contraire essayer d'établir une frontière, si vous voulez, entre le fait, ce qui est démontré, le commentaire qui doit être le plus objectif possible. On ne demande pas à un acteur d'être objectif, on lui demande d'être subjectif complètement, et c'est normal. Sinon on lit un texte, ça n'a aucun intérêt. Et puis alors maintenant, pourquoi moi? Alors bon, je ne vais pas vous parler de ma vie privée, mais je peux vous... Non, mais j'ai pas de secret. Bon, j'ai un fils bipolaire qui me pose beaucoup de problèmes, et qu'avant que ce soit diagnostiqué, il a fallu énormément de temps, et que sa mère est en hôpital psychiatrique. Voilà, donc à partir du moment où vous comprenez effectivement que, vous ne pouvez pas faire grand-chose face à une souffrance sans l'aide de professionnels, vous ne pouvez pas la nier parce que vous vivez avec, et en même temps, que faire? On pourra peut-être parler des splendides médicaments qui existent maintenant pour les troubles de l'humeur, qui permettent quand même à pas mal de gens, au lieu d'avoir des écarts, vous savez, je suis très bien ou je suis très mal et je me suicide, c'est quand même un peu difficile, d'avoir un spectre un peu plus proche du nôtre, entre guillemets, c'est-à-dire de celui qui est capable de réguler à peu près normalement ses activités. Donc voilà, ça m'intéresse, mais je veux dire que même s'il n'y avait pas eu cet épisode, parce que l'autre fois on me demandait pourquoi le handicap physique, je dis mon père a une jambe en moins, non mais on va tous rigoler, c'est vrai, c'est pas... mais bon, voilà quoi, bon... Je pourrais vous expliquer aussi pourquoi je suis journaliste, pourquoi vous... Non mais
Ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce sont des causes qui nous tiennent à cœur. Alors pour des tas de raisons, il y a certainement des raisons inavouées, il y a certainement... Peut-être qu'on se sent finalement pas très bien. L'autre fois devant Radio France, j'ai vu un truc qui m'a complètement scotché. Il y avait une personne aveugle, bon, qui, avec sa canne, qui traverse. C'est assez compliqué parce qu'il y a des feux décalés. Enfin bon, même les bergers allemands, ils comprennent plus rien. C'est entre bon, je peux pas, je sais pas comment le chien fait pour savoir s'il faut traverser ou non. Mais enfin bon, on va demander à des vétérinaires ou à des spécialistes de tout ça. Et il y a une personne qui l'accompagnait. Et puis devant le feu décalé, je ne sais pas ce qui s'est passé. La personne est partie. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas quoi faire de l'aveugle. Elle l'a laissé comme ça. Et c'est quand même... c'est curieux, quoi. Au milieu du chemin, on a du mal à se... Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc, bon, soit on lui dit j'ai pas le temps, je suis désolé, bon, c'est pas gentil, mais ça peut être la réalité. Soit on l'accompagne, mais on peut pas le mettre au milieu comme ça. Enfin bon, il y a... Voilà. Donc je trouve étonnant le comportement. Parce que je pense qu'on est tous, si on fait pas attention, un peu déficients. Alors là, cette fois-ci, intellectuellement ou sensiblement, je ne sais pas. Et qu'il faut... Regardez le nombre de gens qui courent... en traversant au vert, pour après marcher. Ils ne sont pas pressés, pourquoi ils n'attendent pas Voilà, il faut peut-être un peu se regarder fonctionner aussi, et voilà. Et ce qui est bien, c'est que moi je crois beaucoup à la collectivité. Je pense qu'on n'est jamais intelligent tout seul, parce que sinon on peut devenir fou, et on n'est jamais crétin non plus. Donc quand on est dans une collectivité, on échange, il se passe des choses, et on apprend des trucs, et on véhicule, et son comportement change si on passe du temps à parler, à identifier les choses. Annick tient beaucoup au vocabulaire à juste titre pour que tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc de blabla, on est là pour, modestement, hein, chacun a son rôle, etc. Mais en même temps, on peut tous faire avancer tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu en vrac à vos questions, mais voilà, quoi. Donc, merci. Mais je vous en prie. Il y a d'autres questions? Vous pouvez rester là si vous voulez. Hein. Non. Je vous en prie, docteur, allez-y. Plusieurs points. D'abord, sur les médias, vous avez complètement raison. Il y a non seulement le traitement émotionnel et quelquefois dramatique des événements chaque fois qu'il y a un malade, ou supposait-elle, qui est coupable, victime, mais il y a aussi toutes les séries policières. Le nombre de crimes, délits qui sont faits par des gens relevant de la psychiatrie dans les séries policières est absolument scandaleux. Absolument scandaleux, et ça donne évidemment, on parle de la lutte contre la stigmatisation, mais là, on a vraiment une stigmatisation, une caricature de stigmatisation. C'est le premier point, et je pense que les médias devraient y faire attention. Alors on réfléchit avec le Psychom qui est juste à côté à mettre en place des formations pour les apprentis journalistes, pour les élèves journalistes, et je pense que c'est nécessaire sur ces questions-là. Deuxième remarque par rapport à ce que vous disiez, fragilité, sensibilité, création. Ben oui, il faut être capable, vous l'avez très bien dit, de sortir de soi et de toutes les formes qu'on s'impose, de toutes les contraintes qu'on s'impose pour être capable de création. Donc c'est pas étonnant, et je pense que votre témoignage de ce point de vue-là est intéressant. Et puis, vous par rapport à... encore une fois, moi, je ne dis pas rien sans vous, mais tout ce que vous faites sans nous, vous le faites contre nous. Et vraiment, il faut réfléchir à cette phrase, à la manière dont c'est dit. Évidemment, il faut de l'accompagnement. Évidemment, les choses ne sont pas si simples, sinon on n'aurait pas besoin d'être tous autour de la table pendant 3 jours pour essayer d'avancer. Mais n'empêche que la notion de rétablissement ou de réhabilitation, ou plutôt de rétablissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à chacun, quelles que soient ses difficultés, ses souffrances, ses handicaps, appelons ça comme on veut, il y a tout ça à la fois, d'aller le plus loin possible dans ses possibilités, dans la réalisation de ce qu'il a envie, de ses désirs, quoi. Et c'est ça être citoyen. C'est pas, c'est pas devenir maire adjoint à Nanterre. C'est bien voilà, aussi. C'est hein, bien, ouais, mais c'est pas obligé, quoi. Tout le monde n'est pas obligé d'être maire adjoint à Nanterre. Mais c'est simplement pouvoir vivre pleinement au maximum de ce qui est possible. Alors, il faut de l'accompagnement, c'est difficile, vous l'avez dit, l'accompagnement à la fois des familles, mais aussi des professionnels, c'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile. Moi je suis là uniquement parce que c'est un sujet
encore une fois, de citoyenneté, d'égalité, de non-discrimination. J'ai pas le malheur d'avoir autour de moi des personnes touchées par la maladie psychique. Et donc, c'est pas une question de proximité. C'est bien une question c'est une question fondamentalement politique. Et donc, ça concerne toute la société dans son ensemble. Pourquoi Non, mais c'est très bien, au contraire. Non, mais je veux dire, non, mais il faut une action politique, il faut une action de la société, une action citoyenne. Moi, j'aime pas ces mots citoyens, ça m'agace parce que l'acteur de la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, bon, arrêtons quoi, les mots. Ça, c'est des mots souvent creux. Mais en tout cas, une mobilisation et ça se traduit dans les faits. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes tous autour de cette table. Mais quand vous dites aller le plus loin possible, aller au devant qui puisse exprimer ses désirs. Le problème, c'est que le malade psychique, on a longtemps dit il faut attendre le désir du malade, attendre qu'il vienne, et il était tout seul dans son lit pendant des mois dans la chambre. Donc quelquefois, le malade psychique, il a besoin aussi d'un cadre, d'obéir, qu'on lui dise, on est obligé de parler à sa place parfois. Et ça, c'est difficile. Donc vous voyez, ça se contredit. Hein. C'est pas si simple. Non, il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout, il y a un cheminement, il y a des moments où les choses sont possibles. C'est quand on est guéri qu'on devient citoyen. Mais quand on est rétabli. Oui, enfin bon. Ouais. Non, mais Non, mais ce que je veux dire. Bien sûr. Non, on a bien compris que c'était pas la table ronde des bisounours. Hein, si c'était simple, encore une fois, si c'était simple, s'il n'y avait pas de souffrance, s'il n'y avait pas. Non, mais on est obligé. Mais c'est bien pour ça qu'il y a besoin d'engagement de tout le monde. Tous pour un, pour tous. Hein. Ça, c'est les mousquetaires, je crois. Oui. Donc, voilà. En tout cas, un grand merci. Cette table ronde est terminée. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont vraiment été très bien. Et ça continue. Où vous pouvez d'ailleurs tourner dans les hôpitaux psychiatriques, où on tourne toujours dans le sens aiguille d'une montre, je ne sais plus. Hein. Enfin, en tout cas, vous pouvez tourner dans le sens que vous voulez. Et on va se revoir d'ici quelques courts instants pour la suite de nos réjouissances. En tout cas, merci pour votre attention. Merci à vous.